Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler histoire, en particulier fausse histoire. J'ai commencé à mettre le doigt dans la fausse histoire après la lecture d'un article de Laurent Guyénot qui présentait un livre dans lequel il se demande si le premier millénaire n'aurait pas duré en réalité 3 siècles. Alors ça peut surprendre au départ, mais il justifie ça d'abord parce que ces siècles-là, qui sont les siècles obscurs du haut Moyen-Âge, eh ben on a des difficultés pour les reconstituer historiquement, et puis il explique ça par la volonté de l'Église catholique d'avoir augmenté, dilaté le temps, en quelque sorte, pour se donner une histoire longue. C'est-à-dire que tout à coup, l'Église catholique, qui avait peut-être 100 ou 200 ou 300 ans, elle prenait 1000 ans, elle arrivait à 1300 ans. Et donc ça m'a intéressé, et puis j'ai commencé à mettre le doigt dans la fausse histoire, et puis je suis en train d'y passer la tête entière, le corps entier, quoi. Donc voilà, je fais une petite chronologie pour repérer tout ça. Je mets à gauche la période avant l'an 1000, qui est la période, disons, contestée, de l'an moins 1000 à l'an 1000, et puis à droite, la période après l'an 1000, notre période, disons, moderne. Alors, dans cet article de Laurent Guyénot, il mentionne la revue de Rock Software Top Secret, qui a fait un dossier sur la chronologie, nouvelle chronologie 2.0, et en particulier qui reprend la théorie récentiste, comme quoi Pompéi aurait été détruite, non pas en l'an 79, mais en l'an 1631. Alors je me suis intéressé à la question, et puis j'ai commencé un petit peu à gratter la chose. Si j'ai pas été tout à fait convaincu par cette histoire d'une Pompéi détruite en 1631, j'ai par contre acquis la conviction que la Villa des Papyrus à Herculanum, donc détruite en même temps que Pompéi, est une invention du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est un faux, on s'est servi de cette villa pour extraire énormément de statues, de sculptures, qui ont ensuite inondé tous les musées européens. Chaque musée en Europe, et dans le monde en fait, chaque musée dans le monde en fait a sa statue, a sa sculpture qui vient d'Herculanum et de la Villa des Papyrus, et selon toute vraisemblance, en fait c'est ce que j'ai démontré dans ma vidéo Mystère à Pompéi, et bien selon toute vraisemblance, cette Villa des Papyrus est fausse. Et puis après, de façon à peu près concomitante, je m'intéressais à Babel, et en m'intéressant à Babel, Babel c'est Babylone, je me posais la question de la réalité de la ville de Babylone. Je ferai bientôt une vidéo sur une nouvelle vidéo sur elle, pour montrer que en fait Babylone n'a pas existé. En m'intéressant à Babylone, je me suis mis à étudier Hérodote, et Hérodote, j'ai fait cette découverte stupéfiante, comme quoi Hérodote n'a pas existé avant l'écriture des évangiles, c'est-à-dire que Hérodote a probablement été inventé au moment de sa découverte, au bas Moyen-Âge. Après qu'Hérodote n'ait pas existé à l'époque où on nous dit qu'il a existé, ça a d'énormes implications au niveau de l'histoire, puisque il est le père de l'histoire, il est tout en haut, et tous se réfèrent à lui, quoi. Donc cette non-existence d'Hérodote, ça a des conséquences énormes au niveau de l'histoire, puisque tout à coup, la Perse antique disparaît, l'égyptologie, puisque c'est le premier égyptologue, c'est Hérodote, et tous les égyptologues successeurs, suivants, se sont tous référés à Hérodote. Si Hérodote n'a pas existé, il est évident que les égyptologues racontent des cracks. Donc plus d'empire perse, plus d'égyptologie, mais aussi plus de littérature gréco-romaine.
Et quand la littérature gréco-romaine, elle disparaît, c'est aussi la Grèce antique qui disparaît, et la Rome antique, avec les différentes guerres, hein, comme les guerres médiques, les guerres, la guerre du Péloponnèse, les guerres puniques, etc., etc. Tout ça, tout à coup, perd beaucoup de réalité. Ensuite, une dernière chose que j'ai découverte plus récemment, ça a été le cylindre de Cyrus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc le cylindre de Cyrus, lui, il a été découvert en 1880 environ. Et c'est un faux. Il est censé dater de l'époque de Cyrus le Grand, c'est-à-dire à peu près à l'époque d'Hérodote. Mais j'ai montré donc dans une vidéo que c'était un objet fabriqué par le sionisme, hein, dans ses velléités de conquête de la Palestine. Voilà donc en gros 1 an d'exploration de l'histoire. C'est assez vertigineux, parce que finalement chaque fois que je soulevais une pierre, ben dessous il y avait un loup, et je me retrouve finalement face à un abîme, puisque ce qui nous fondait historiquement prend tout à coup un coup dans l'aile, quoi. Hein, plus de Perse, plus d'Égypte, plus de rien, ouais, quasiment plus de philosophie. Alors il y a quand même plusieurs choses à dire, c'est que la philosophie des Grecs et des Romains, même si elle n'a pas été écrite à l'époque gréco-romaine, elle a quand même été écrite et elle reste valeur de réflexion humaine. Il en est de même l'histoire, par exemple, quand Laurent Guyonneau parle de supprimer 7 siècles au premier millénaire, ça fait pas disparaître pour autant Charlemagne, c'est-à-dire que le temps est pas compressé de la même façon, il apparaît pas de la même façon. L'Empire romain remonte à plus près de notre époque, et Charlemagne vient s'inscrire à la fois à cheval sur l'Empire romain et peut-être sur le Moyen-Âge ou des choses comme ça, quoi. Hein? Enfin, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas l'histoire, ni la fausse histoire, mais plutôt la genèse de l'histoire. Hein. On cherche à répondre à qui, quand, comment et pourquoi. Hein. Donc, quand on regarde le petit tableau que j'ai fait, eh bien, on voit que la fausse histoire, en fait, elle s'est construite au fil du temps, et que chaque époque a ramené son petit lot de mensonges sur le mensonge précédent. Hein. L'histoire est comme un tas qui se crée au fil du temps. Hein. Elle amoncelle du passé fictif, et chaque époque procède à ses propres dépôts, hein, de ce qui forme à la fin l'image mentale de notre histoire, de notre passé. Hein. Et ce que nous allons examiner donc, à travers les 3-4 exemples là, que je donne, nous allons nous intéresser à qui forme l'histoire. Donc commençons par Hérodote. Hérodote qui aurait été écrit, mettons, vers l'an 1300, hein, par l'Église catholique, évidemment, dans un monastère, quelque part dans un monastère, on ne sait où. Hein. Donc pourquoi l'Église catholique? Eh bien là, c'est la thèse de Fomenko. Il faut s'en référer. Moi, elle me plaît beaucoup. La thèse de Fomenko, elle dit que l'Église catholique tentait de prendre la première place à Byzance, que Byzance précède l'Église catholique, et celle-ci invente une fausse histoire qui fait disparaître Byzance. Pour comprendre le problème, il faut regarder une carte de la Méditerranée. Hein. Dans l'histoire, dans la mythologie catholique, disons, Byzance, la ville de Byzance n'existe pas vraiment avant la fondation de Constantinople. C'est Constantin qui crée l'Empire byzantin, en fait, à un moment où Byzance n'existe plus et s'appelle Constantinople. Mais Byzance, avant Constantinople, n'existe pas plus qu'un bourg quelconque d'une province reculée. Hein. Toute l'histoire, vous pouvez consulter l'histoire de la Méditerranée de l'an -500 à l'an 0, et ben vous verrez que la ville de Byzance ne tient strictement aucun rôle.
Hein, c'est Athènes, c'est Sparte, c'est Troie, c'est je ne sais où, quoi. Mais jamais Byzance, quoi. Pourtant, ce qui fait une grande ville, c'est un grand lieu. Et Byzance, Istanbul, c'est un lieu fantastique, quoi. Puisque c'est quand même la croisée de deux routes, une route maritime, hein, qui relie la Méditerranée à la mer Noire, et qui permet ensuite de remonter par le Danube jusqu'en Allemagne. Et puis une route terrestre, hein, qui permet de passer justement entre la mer Noire et la Méditerranée pour faire rejoindre l'Asie et l'Europe par la route sud, hein. Sachant qu'il peut y avoir éventuellement une autre route plus au nord qui permet de relier la Chine à l'Europe, mais cette route plus au nord, elle passe au nord de la mer Noire. Donc le lieu de Byzance, le lieu d'Istanbul, c'est un lieu fantastique au niveau géographique, et il est bien évident que Byzance existait, et Byzance avait une puissance de domination sur la Méditerranée, bien avant Athènes, bien avant Rome, bien avant toutes les autres villes, quoi. À partir du moment où il y a eu du commerce humain, du commerce fait par les humains, et ben Byzance a été un centre important, quoi. Alors que dans l'histoire que vous pouvez apprendre à l'école, que vous pouvez lire sur Wikipédia, eh ben vous verrez que Byzance n'existe pas, qu'il existe un empire byzantin, mais cet empire byzantin ne commence qu'avec Constantinople, c'est-à-dire quand Constantin, qui est un empereur romain, fonde la ville de Constantinople pour en faire sa capitale. Mais avant cela, pas de Byzance. Voilà. Alors il y a cet aspect-là là pour l'Église, mais l'Église de Rome, mais l'Église de Rome, elle a aussi une prétention à l'universalité, c'est-à-dire qu'elle veut être représenter la religion mondiale de l'humanité tout entière, et en particulier avec la primauté des Églises, parce qu'elle est, toujours d'après la mythologie catholique, est bien fondée par l'apôtre Pierre, désigné directement par le Christ, quoi. Voilà. Donc dans cette affaire, il y a une double dimension, une dimension politique qui est celle de faire disparaître Byzance, hein, comme rival de Rome et comme précurseur de Rome. Et puis il y a une dimension spirituelle de vouloir faire apparaître Rome comme la seule véritable représentante d'une universalité, hein, qui par conséquent ne souffre pas plus grand que soi, qui pourrait faire la moindre ombre, hein. Et dans cette perspective, Hérodote sert aussi à créer Babylone. Babylone, une ville mythique, fantastique, qui porte toute la puissance, mais qui est une ville disparue, et en fait, qui est une ville qui n'a même jamais existé, une ville absente, une rivale absente. Voilà. Et qui vient, en fait, prendre la place que Byzance aurait dû avoir dans l'imaginaire méditerranéen. Et d'ailleurs, Byzance, malgré qu'elle a été supprimée de l'histoire par l'histoire romaine, demeure dans l'esprit des gens comme effectivement une ville équivalente à la ville de Babylone, à la fois par sa magnificence et par l'esprit en quelque sorte de débauche, hein, qui est lié à la grande ville, quoi. C'est-à-dire que la grande ville, c'est pas seulement un lieu de pouvoir, mais c'est un lieu de débauche. Donc voilà, Hérodote qui crée une histoire pour faire disparaître Byzance de l'histoire de la Méditerranée, hein, et donner à Rome le tout premier rôle. Mais Hérodote, ce n'est pas que ça, parce que il y a un deuxième effet Hérodote qui arrive avec la Renaissance et l'imprimerie, où à ce moment-là, donc début du XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle, il y a beaucoup de littérature gréco-romaine qui est imprimée et diffusée,
hein, dans l'ensemble de l'Europe. Alors manifestement, il s'agit toujours de l'Église catholique qui est à la manœuvre. Alors au sein de l'Église catholique, est-ce que c'est une secte particulière, des groupuscules occultes ou quoi, mais il semble bien que ce soit toujours l'Église catholique qui produise cette littérature gréco-romaine qui va servir d'établissement philosophique du corpus littéraire de la philosophie humaniste, et qui va amener la fin du règne de l'Église pour nous conduire, hein, dans ce qu'on a aujourd'hui, la laïcité républicaine. Et donc ça, c'est au début du XVIe siècle. Donc là, clairement, on a une littérature qui est produite à des fins idéologiques, qui est utilisée pour faire passer des idées, des concepts, des constructions de l'esprit, et en lui conférant une autorité supérieure qui est l'autorité de celle des anciens, hein, qui étaient donc les sages, hein, qui ont pensé le monde avant nous et qui nous permettent de penser aujourd'hui, quoi. Donc on a fabriqué à des idées nouvelles de fausses références antiques, hein. Donc troisième époque, hein, celle de la découverte de Pompéi, le XVIIIe siècle. Là, ce qu'on constate, c'est que Charles III, qui est roi d'Espagne, de Naples et de Sicile, et qui commande les fouilles, en fait tire un très grand prestige de ce qui est découvert dans la Villa des Papyrus, hein, ça lui sert un petit peu de monnaie d'échange avec les autres les autres royautés. Je dirais que cette période se caractérise, disons, depuis le XVIe siècle, avec la Renaissance jusqu'à cette époque, mais c'est la période des rois de cour et la période des académies. La pensée religieuse a cédé la place à la pensée scientifique. Hein, on veut de la science, on veut des savants, on veut des connaissances, et pour cela on est capable de les fabriquer. Les motivations là ne sont plus carrément idéologiques, mais je dirais plutôt narcissiques, hein. C'est la grenouille qui veut se faire bœuf. Elle se fait bœuf en faisant des découvertes exceptionnelles, et ces découvertes exceptionnelles servent ensuite à nourrir toute une gente d'intellectuels qui vont disserter, analyser et se gargariser de ces découvertes. Donc la dernière période qu'on examine, c'est celle du XIXe siècle, avec d'un côté la découverte du cylindre de Cyrus à Babylone, et celle des manuscrits d'Oxyrhynque en Égypte. Donc on a montré que les deux étaient évidemment des faux, et ce qui ressort surtout du cylindre de Cyrus, c'est le projet colonialiste qu'il y a derrière. Hein, c'est la couronne britannique qui se lance dans le projet sioniste, et qui a besoin d'attester d'une présence juive à Babylone et d'une présence juive à Jérusalem. Hein. On voit que l'archéologue, lui est motivé par l'argent, hein, puisque c'est grâce à ses découvertes qu'il pourra bénéficier de subsides pour pouvoir continuer ses fouilles, hein, et ces fouilles qui seront financées tant qu'il fera des découvertes qui répondent aux besoins des politiques. On peut se demander également si ce qui se passe en Égypte avec l'égyptologie finalement n'est pas la même chose, c'est-à-dire le même résultat d'une volonté coloniale. Hein. D'autant que l'Égypte, la Perse, Sumer sont le berceau de la saga biblique. Et si l'on avait voulu donner un fondement historique à la Bible, on ne s'y serait pas pris autrement que de reconstituer cette Égypte antique et cette Babylone mythique. C'est-à-dire que à travers l'égyptologie, la couronne britannique s'assure une présence en Égypte et fait mousser en fait un petit peu l'Égypte, et en quelque sorte il y a un jeu gagnant-gagnant
entre les autorités locales égyptiennes et les autorités coloniales conquérantes. Hein. Et puis évidemment, il y a toujours la production pour l'académie qui se justifie que par ses découvertes. Elle a besoin de ces découvertes pour être justifiée à la fois auprès de l'opinion et auprès des politiques. Et donc ces découvertes, si elle les fait pas, si elle n'est pas capable de les faire dans la réalité, eh bien elle va les produire. Elle va les produire et ensuite elle pourra disserter longuement, écrire des livres, écrire du blabla, machin, etc. et justifier son existence à travers des mensonges qu'elle produit. Alors un autre point à souligner, c'est que on a vu la fausse histoire, c'est pas seulement de la fausse littérature, hein, de l'histoire bidonnée, mais c'est aussi la production d'artefacts, hein, de faux objets. On a vu, à la Renaissance, la production de livres. On a vu avec Pompéi, la production de fausses sculptures. Et puis plus tard, la production de faux hiéroglyphes ou de fausses tablettes cunéiformes. Alors, une question se pose, c'est de savoir jusqu'où va la triche. Est-ce que, par exemple, on a montré que les annales royales égyptiennes étaient manifestement fausses? Est-ce que ça veut dire que tous les hiéroglyphes, tout ce qui est gravé sur les murs en Égypte, ce sont des inventions tardives et que l'écriture hiéroglyphique, finalement, n'aurait peut-être jamais existé, mais pourrait être une invention des académies d'histoire? De la même façon, on se pose la question sur les tablettes cunéiformes, parce qu'on voit très bien, en examinant la tablette de Cyrus, que, en réalité, non seulement la tablette est fausse, mais il n'y a pas un langage sur cette tablette, mais simplement des signes, les uns mis sur les autres. Mais j'aimerais bien, moi, que quelqu'un me montre comment, à partir de la tablette de Cyrus, on peut produire un langage. Et la question se pose, c'est de savoir si ce n'est finalement pas toute la production de tablettes cunéiformes qui est une vaste fumisterie, quoi. Et puis la dernière question, c'est de savoir comment c'est possible, quoi, parce que toute cette production d'artefacts, il faut qu'elle soit faite par quelqu'un, il faut qu'il y ait des ateliers, il faut qu'il y ait des sculpteurs, il faut qu'il y ait des écrivains, il faut qu'il y ait du monde. Et il faut que tout ce monde qui produit, qui fabrique la fausse histoire soit finalement tenu en réserve et ne dévoile pas la supercherie. Hein. Et à mon avis, la seule solution pour ça, c'est la société secrète. Et on peut très bien imaginer que les sociétés secrètes sont d'abord en lien avec l'Église, hein, c'est-à-dire les sociétés secrètes sont d'abord produites par l'Église, et ce sont les sociétés secrètes au sein des académies qui produisent la fausse histoire matériellement, avec les fausses sculptures, avec les faux hiéroglyphes, avec tout ce qui est faux et qui est fabriqué de faux, comme à Herculanum, il a bien fallu créer le fond de mer, et pour cela il a fallu avoir des ouvriers qui bossent, et ces ouvriers qui bossent, vraisemblablement, sont issus de sociétés secrètes et contrôlés par les sociétés secrètes. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question, du moins ce que j'avais en tête sur le sujet. Ce ne sont pas en aucune façon des affirmations, des certitudes, mais plutôt des interrogations. Hein. Donc au final, le bilan de cette année passée dans la fausse histoire, eh bien, le bilan est plutôt catastrophique, hein, puisqu'il reste pas grand-chose de debout. C'est même assez effrayant. Pourtant, faudra faire avec. Comme je l'ai dit, eh bien, ce n'est pas de très bon signe pour notre civilisation, hein, puisque si des choses comme ça sont dévoilées, c'est parce qu'il faut qu'elles le soient. Hein. Moi, j'y suis pour pas grand-chose. Hein. Eh bien, si ces choses sont dévoilées, c'est que notre civilisation, construite sur cet ensemble de mensonges, eh bien, tire à sa fin.
Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à